C'est la fin des haricots, les carottes sont cuites, hein, les pommes de terre sont sautées, le chou est braisé. C'est le début, n'assisterait-on finalement pas au début de la fin d'une ère? C'est la question que je vous pose, hein, en affirmant comme ça, sans aucune preuve, mais quand même avec un faisceau d'indices, que Kickstarter et GameFound, c'est un peu mort. Voilà. Non, bon, je vous donne une petite accroche, une petite phrase bien putaclic pour un menu crowdfunding. C'est pas du tout une émission dédiée sur le sujet, mais j'avoue que j'ai bien envie d'en faire une vidéo dans les semaines à venir. Est-ce que ce sera chez nous, donc un format sur le pouce comme je le fais de temps à autre, ou est-ce que ce sera chez notre compère Nix pour une émission autour du jeu? Je ne sais pas encore, mais on va en parler très prochainement. Quoi qu'il en soit, bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, nouveau numéro du menu crowdfunding, 171, 172, je sais plus, 171 je crois. Et avec cette accroche que je viens de vous faire en début de vidéo, l'objectif c'est d'aller jusqu'au 200. Hein. On verra. Moi, je peux continuer après, hein, pas de souci. Mais d'ici là, est-ce qu'il y aura suffisamment d'activités sur GameFound, sur Kickstarter, sur éventuellement BackerKit, des choses comme ça? Est-ce qu'il y aura encore suffisamment de nouvelles campagnes pour vraiment justifier un menu crowdfunding hebdomadaire? On verra bien dans quelques mois, hein, pour l'émission numéro 201 potentiellement. On verra, on verra. Soyons optimistes comme je le suis généralement. Bon, on verra. Quoi qu'il en soit, ce numéro 171, si mes souvenirs sont bons, vous allez voir, il est encore relativement léger. Hein, on part sur une semaine assez peu intéressante. Alors, hypocalorique, certes, mais il faut que ce soit hypocalorique, mais goûteux, malgré tout. Et bon, de ce point de vue-là, bof, honnêtement, on n'est pas sur une grosse semaine. Il y aura quand même un dessert cette semaine, il n'y en avait pas eu la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons. Il y en aura quand même un cette semaine, et ça fait plaisir, d'autant plus qu'il sera français, Cocorico. Bref, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pourquoi dit-on ça au singulier? Pourquoi cette expression au singulier? Est-ce que à l'époque où cette expression est née, les gens avaient vraiment une hygiène dentaire aussi déplorable qu'ils avaient tous une dent? J'en doute. Mais pourquoi dit-on pas grand-chose à se mettre sous la dent et pas sous les dents? On verra. Je chercherai l'étymologie parce que maintenant je vais pas pouvoir dormir sinon. On y va, c'est parti, entrée, plat et donc un dessert quand même cette semaine. C'est parti. C'est donc parti pour les entrées de la semaine, on est sur GameFound et c'est la campagne de Battles of Napoleon, volume 2, 4 bras 1815, Wartenburg 1813, donc deux nouvelles batailles. Pour le coup, j'ignorais le nom des batailles en question, mais bon, on parle quand même de Napoléon, c'est juste que je ne suis pas très connaisseur des noms des batailles de notre cher empereur. Et donc, c'est la nouvelle campagne, le nouveau projet de Sound of Drums, un éditeur qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, d'abord sur Kickstarter, mais également, je crois, à une ou deux reprises sur GameFound. On les avait mentionnés pour notamment Battle Commander ou encore 1793, et puis, vous vous en doutez, si on parle ici d'un volume 2, il y avait bien évidemment eu aussi Battles of Napoleon volume 1, Halo 1807. Et donc c'est un éditeur, hein, vous l'avez aperçu ici pour ceux qui l'avaient oublié, qui se focalise généralement sur le wargame, sur le warto, dans cette déclinaison un peu plus moderne du wargame j'ai l'impression. Et c'est un éditeur qui marche plutôt bien dans cette catégorie, puisqu'on le voit sur GameFound, déjà 423 backers après quelques jours de campagne, ma foi ça se passe quand même plutôt très bien pour ce second volume des batailles napoléoniennes. Il ne reste plus qu'une semaine avant la fin de la campagne. On est ici sur un jeu à 2 joueurs, assez long, hein, 180 minutes, donc 3 heures la partie, avec forte composante historique, hein, comme beaucoup de wargames. On est donc sur un jeu de guerre. Et encore une fois, je me répète à chaque fois que je couvre un projet de wargame / warto, je n'y connais rien en la matière, donc je vais pas vous dire des conneries, mais bon, en gros, on aura masse d'unités, il y aura bien sûr de la symétrie, il y aura une sorte de contrôle de territoire, de la gestion de ces unités à avancer, à envoyer telle de la chair à canon. Bref, vous voyez un petit peu le genre, certainement mieux que moi qui suis vraiment complètement aux fraises dès lors qu'il s'agit de warto. Il y en avait qui étaient vraiment déprimés
à l'idée de partir au combat, et noté qu'il était très très content. C'est assez bizarre cette illustration, mais bon, ça ferait presque un peu IA mal foutu, sauf que pour le coup, c'est certainement pas du tout le cas. Bon bref, assez bizarre. Quoi qu'il en soit, pour le pledge de base, vous avez ici donc 4 bras 1815, Wartenberg 1815, c'était pas 1813 tout à l'heure. Si, bon, bref, on sait pas. Pour 69 euros. Et donc ça vous donnera accès aux deux. Oui, c'est 1813, hein, c'est bien ça. Aux deux jeux pour 69 euros. Sinon, retailer, donc ça c'est pour les boutiques. Early Bird, ça c'est pour les deux jeux comment dirais-je, en début de campagne. Ce n'est plus disponible déjà. Hein. C'était un poil moins cher. C'était quoi, 4 euros de moins? Ouais, bon, c'est pas une grosse différence. Vous n'avez pas grand-chose. Vous n'avez pas perdu grand-chose. Marc Ruggiero. D'accord, c'est pour donner, c'est pour un fonds à la famille Ruggiero. Alors j'y connais pas du tout, je sais pas du tout ce qui s'est passé avec cette famille, mais une sorte de pledge de mécénat pour donner un peu d'argent à cette famille qui, j'imagine, en a besoin. Mais en gros, en fait, on a guère plus qu'un seul vrai niveau de pledge à proprement parler. Donc le 69, bon, il y a quand même ici à 5 euros pour ceux qui ne voudraient pas payer maintenant et avoir juste un accès au Pledge Manager, un pledge à 5 euros. C'est à peu près tout, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Vous avez aussi en add-on pas mal de jeux précédemment sortis par Sound of Drums, y compris... Alors il y en avait un qui me tentait un petit peu plus. C'était peut-être celui-là, tiens, The French Revolution, Patriots vs. Traitors. Parce que quelqu'un, j'ai oublié son nom, il me l'a dit, mais j'ai oublié sur le salon du festival de Cannes, qui m'avait présenté quelques jeux de Sound of Drums, et l'auteur de ce jeu m'en avait parlé un petit peu. Ça allait être assez sympa, c'est vrai pour le coup, mais bon, pas suffisamment pour que j'aille le baquer malgré tout, quoi. Voilà, je passe assez rapidement sur le jeu en lui-même. Je ne connais encore une fois rien au Wargame. Donc, Battles of Napoleon, Volume 2, 4 bras, 1815, Wartenberg, 1813, 40 000 euros d'engrangés, 423 backers, 8 jours avant la fin de cette campagne. On reste sur GameFound pour la campagne de Quartz, un jeu qui, ma foi, se porte plutôt pas mal pour un petit éditeur qui se lance sur GameFound, assez étonnant. En même temps, on va voir que le projet est plus ambitieux qu'il ne le laisse penser de prime abord. Déjà 400 backers approximativement, 13 jours avant la fin de la campagne, 60 000 euros d'engrangés, malheureusement pas de VF disponible pour Quartz. C'est pour 2 à 4 joueurs, 60 minutes la partie. On est ici sur un jeu qui propose une version anglaise ou germanophone, mais malheureusement pas française, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc ce jeu-là, c'est un jeu de Capture the Flag, autrement dit de capturer le drapeau de l'équipe adverse. Et on y retrouvera apparemment les sensations de sport telles que le rugby, le football américain. On va être en équipe, on va s'affronter sur ce grand terrain qui s'offre à nos yeux ébahis, et au milieu on va avoir une sorte d'objectif commun. On va essayer d'aller le choper, un peu justement le capture de drapeau. On va essayer de prendre un objectif commun, de le ramener jusqu'à sa base, mais bien sûr on aura tout plein de coups tordus à se faire les uns les autres, avec plein de petites cartes et effets divers et variés. Ça va être assez, comment dirais-je, assez sympa sur le papier. Visuellement, je trouve que le jeu présente plutôt très bien. C'est un jeu très coloré qui semble être très familial, très facile d'accès sur l'aspect visuel uniquement, un truc très choupi, mais en réalité c'est certainement beaucoup plus tactique et stratégique que l'aspect visuel ne semble vouloir le laisser penser de prime abord, hein. On passe sur le Ultimate Big Box, etc. Parce que ça c'est les rewards, ça c'est les niveaux de pledge, donc on les verra un peu plus en détail par la suite. Alors, continuons. Voilà, ici le How to Play Quartz. Très brièvement, vous allez choisir votre équipe, en gros, avec des factions asymétriques. On a les athlètes, on a les gloutons, on a les horreurs, et puis on a les scientifiques. Il y aura bien sûr de l'asymétrie, chacune des factions ayant ses forces et ses faiblesses, bien évidemment. On prend son petit plateau, on va drafter des monstres, et puis à partir de là, on aura donc son set de cartes, de miniatures, que l'on va envoyer sur le terrain pour essayer, donc sur l'arène, que l'on va d'abord au préalable construire, parce qu'elle sera différente d'une partie à l'autre, et donc c'est sur cette arène que l'on va évoluer pour capturer l'idole en cristal qui se trouve en son centre. Donc c'est pas un drapeau, mais ça y ressemble, c'est une idole en cristal. On va essayer de la choper, de la ramener chez nous en utilisant tout un tas de stratégies, y compris des cartes, hein. Il y aura de la gestion de main,
On pourra donc se déplacer, on pourra shooter ses adversaires, on pourra utiliser comment dirais-je, le pouvoir de certains petits sanctuaires disposés de ci de là sur la carte. On pourra jouer des cartes, etc. etc. Ça a l'air d'être un jeu hyper dynamique avec beaucoup d'interactions. Visuellement, ça présente plutôt très bien, même si c'est peut-être un petit peu trompeur. Ça laisse penser que c'est un jeu très très familial et c'est pas forcément le cas. Mais j'avoue que Quartz, ça a l'air d'être une assez belle surprise. Ça m'attire pas outre mesure, mais je pensais pas que le jeu ferait aussi bien et je pensais surtout pas, en voyant la couverture la semaine dernière, qu'il s'agirait de ce type de jeu-là. Les éditions. Alors, le niveau de pledge de base, il est à 54 €. Donc, c'est juste la boîte de base. On voit ici que c'est du standy en carton, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, standy version. Donc, standy en carton, pas de miniature. Sinon, à 69 €, donc 15 € de plus, on remplace les standy en carton par des miniatures déjà colorisées, hein, pas peintes, mais avec une couleur différente pour chaque faction, en gros. Donc 69 €. Sinon, on a un pledge qui est mis en avant, qui est celui-ci, le Quartz All-In Big Box. Donc c'est le jeu de base plus extension avec la version deluxifiée, donc les miniatures. Et on va y retrouver de nouvelles factions, puisqu'on aura, je crois, le double de monstres présents dans le jeu de base dans cette nouvelle version. Donc encore plus de rejouabilité, et de profondeur stratégique, on va dire. J'ai pas encore tellement regardé celui-ci, le Eternal Alliance Pledge, à 900 €. Ah d'accord, c'est leur pledge stratège. D'accord, d'accord. Il y a pas mal de petits éditeurs maintenant qui se lancent dans ce pledge stratège. J'appelle ça pledge stratège, en fait, c'est parce que c'est une forme de... Comment dirais-je? Ils se sont inspirés de ce que faisait Cheap Theory Games, de ce que fait encore d'ailleurs Cheap Theory Games, à savoir proposer un niveau de pledge avec une somme extraordinairement élevée pour se procurer tous les prochains jeux édités par cet éditeur, logique, donc par Till 5 AM à l'avenir. Donc vous aurez bien sûr Quartz et vous aurez leurs jeux qui sortiront à l'avenir. Donc le truc, c'est que c'est super intéressant si vous tombez sur un éditeur qui sort plein de projets qui vous semblent vraiment cool et que vous croyez en leur capacité à pérenniser leur activité. Mais quand il s'agit d'un petit éditeur qui se lance, bah, ça peut aussi contenir son lot de risques éventuellement, parce que qui nous prouve que derrière Quartz, ils vont pas juste se casser la gueule et ne sortir finalement que ça, et vous aurez déboursé 900 € pour pas grand chose. Donc bon, on verra. Pour l'instant, ça a été pledgé 2 fois. Ensuite, à 999, on a un Fully Painted, donc ouais, vous aurez les miniatures pré-peintes pour le coup, mais c'est quand même 1000 €, donc c'est quand même à mi-chemin entre le pledge deluxe et le pledge mécénat. C'est même pas mi-chemin, c'est quand même 3/4 de chemin de pledge mécénat. Hein. Voilà, il y a même un pledge à 1600, mais bon là on va passer, hein. C'est avec les factions en plus, le tout pré-peint. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on reste sur une entrée de cette semaine, mais j'avoue que plus je regarde le jeu et cette campagne, plus je me dis que finalement, j'aurais pu tout aussi bien le placer parmi les plats principaux de la semaine, parce que le projet est peut-être finalement beaucoup plus prometteur que je ne l'imaginais quand je l'ai consulté très très brièvement il y a 3-4 jours. Déjà 60 000 € d'engrangés, 400 backers, 13 jours avant la fin de la campagne pour Quartz. On revient sur Kickstarter pour le prochain projet, il s'intitule Mine 77, donc Mine 77, 100 contributeurs tout rond, 8300 € d'engrangés, c'est donc financé, 18 jours avant la fin de la campagne, on est sur un jeu pour 1 à 5 joueurs, 90 à 120 minutes la partie, et c'est un jeu qui vient mêler le placement d'ouvriers, le deck building, comme on l'a vu, c'était très novateur il y a de ça 3-4 ans, quand on a vu les sorties des ruines perdues de Narak, par exemple, en même temps que Endless Winter, en même temps que ce troisième jeu avec lequel on les compare souvent, Dune Imperium. Ça l'est un petit peu moins maintenant en 2025 ou en 2026, certainement quand celui-ci sortira. Mais en plus du deck building et du placement d'ouvriers, il ajoute aussi 2 rondelles différentes, donc un nouveau petit mécanisme en plus. C'est le nouveau jeu de DDP, donc Dragon Dawn Productions, dont on avait déjà parlé sur la chaîne parce qu'on avait couvert l'un de leurs précédents jeux, l'un de leurs précédents projets, c'était Verdun. Ce jeu de pli un peu étrange, avec une thématique très intéressante pour nous, français bien évidemment, hein, la Première Guerre mondiale, mais un jeu de pli assez étrange,
qui nous avait pas vraiment totalement convaincu. Là, pour le coup, jeu initié plus, 90-120 minutes, placement d'ouvriers, bon, gestion de ressources, c'était pas écrit, mais c'est sous-entendu quand on parle de placement d'ouvriers, avec du deck building, avec 2 systèmes de rondelles différentes, ma foi, c'est peut-être plus dans nos cordes que ne l'était Verdun à l'époque, en réalité. Donc c'était un jeu qui nous aurait plus intéressé à couvrir que Verdun à l'époque. Donc, Miner, donc le pledge de base est à 65 €. Sinon, on a un pledge à 139 qui s'appelle Overseer pour mettre la main sur Mine 77 ainsi que sur Factory 42 qui était en fait un autre jeu de DDP dans le même univers que Mine 77. Mine 77 étant le préquel de Factory 42, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais bon, c'est dans le même univers, donc il vous propose les 2 jeux pour un seul et même pledge. Et puis ma foi, c'est tout. Sinon, on peut ajouter en add-on d'autres jeux de l'éditeur déjà sortis, comme Verdun par exemple, ou encore Tolerance, ou encore Golem Run, etc. etc. Dommage que on ne mette pas tellement en avant les mécanismes, la façon de jouer à Mine 77, parce que sur le papier, les mécanismes ont l'air d'être plutôt sympas, mais finalement, le jeu lui-même n'est pas tellement mis en avant. Quand même un petit peu dommage. 100 contributeurs 18 jours avant la fin de la campagne pour Mine 77. Arrivé sur Kickstarter dimanche dernier, donc le jour du menu crowdfunding, j'avais pas eu le temps d'en parler finalement, parce qu'il est arrivé après le montage de la vidéo précédente, c'est The Square Ring, un jeu de boxe qui a réussi à s'en sortir, il a réussi à trouver son financement, bon, avec seulement 46 contributeurs. S'ils vont jusqu'au bout de leur projet, ce sera probablement à perte, parce qu'avec un si petit effectif, même si l'objectif de financement était très très faible, ça risque d'être un petit peu casse-gueule pour eux financièrement. 21 jours avant la fin de la campagne, et même problème que pour le jeu précédent, bah c'est que le jeu lui-même, il n'est pas tellement mis en avant dans cette campagne, en tout cas pas dans sa manière de jouer en fait. Hein. On voit quelques morceaux de ce qui pourrait être un jeu, mais il n'y a pas grand-chose. On sait que c'est un jeu avec 8 combattants uniques, et donc avec de la symétrie, 2 joueurs normal, c'est un jeu de duel, pour des parties de 15 à 30 minutes, c'est pour 8 ans et plus, donc ça se veut plutôt familial, on va dire plutôt facile d'accès. On a ici un ring, on a des cartes de mouvement, on a des cartes d'attaque, on a donc 8 combattants différents, on a également des rounds, comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié comment ça s'appelle, les ring girls peut-être, les filles qui vont, comment dirais-je, passer sur le ring pour signaler qu'on passe d'un round à l'autre, des petits tokens par-ci par-là, et puis, enfin, des coachs aussi, mais finalement, c'est à peu près tout ce qu'on nous présente, et on nous montre pas du tout comment ça se joue. Donc voilà, erreur de débutant, j'ai envie de dire, pour Rama Radey, donc l'éditeur de Square Ring, dont c'est le premier projet, donc peut-être qu'à eux on peut leur excuser plus facilement qu'à DDP, le projet précédent quand on était à 25-26. Voilà, pas mettre vraiment son jeu en avant de la manière idoine, c'est quand même toujours un petit peu dommage. On se met un jab dans les côtes tout seul quelque part, j'ai envie de dire, et c'est un petit peu dommage. Pledge de base 6 $, mais c'est du print and play. Et du coup, pour un print and play, 6 $, c'est un petit peu cher. Sinon, à 11 $, vous avez les fichiers d'impression 3D des 8 personnages. Vous n'avez pas le jeu, vous avez juste les personnages que vous pouvez imprimer si vous avez une imprimante 3D. Et c'est tout. Du coup, c'est cher aussi. Ensuite, 14 $, c'est le print and play plus les fichiers d'impression 3D. Vous avez le jeu maintenant et les miniatures potentiellement imprimables. Ensuite, à 25 $, vous avez enfin la version physique de Square Ring ainsi que les fichiers print and play pour éviter d'attendre l'arrivée du jeu en physique. À 34, vous avez le jeu plus le print and play plus les fichiers d'impression 3D. À 89, c'est pour les boutiques, on s'en fout. Et à 289, c'est un pledge mécénat où vous êtes immortalisé comme l'une des cartes coach. On en a aperçu 3 ici dans le jeu de base. Et c'est tout, et on sait à ce moment-là toujours pas comment ça se joue. Pour le savoir, il faudra regarder éventuellement la vidéo de Free Time Club ici, pour avoir un aperçu peut-être de Square Ring. Pour le shipping, on sait juste que ça devrait être livré pour juin 2025, donc très rapidement, mais on ne sait pas combien ça coûte en termes de frais de port, ce qui explique aussi en partie, à mon avis, le manque d'intérêt de la part des backers pour cette campagne.
C'est tout pour Square Ring, 46 backers seulement, 21 jours avant la fin de la campagne. On continue avec Terrible Influence, un jeu satirique de engine building, et un petit peu jeu d'ambiance, il faut être honnête, hein. C'est pour 17 ans et plus parce qu'il y a des thématiques, voilà, un petit peu trashy, on va dire. C'est pour 2 à 5 joueurs, c'est écrit tout petit, mais je crois que c'est ça. Et c'est pour 20 minutes par joueur autour de la table. Pour l'instant, on est à 223 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, 7500 € d'engrangés, c'est-à-dire que c'est pas encore financé, hein, c'est 9124 € pour espérer financer. Et malheureusement, vous voyez, il y a beaucoup de texte sur les cartes et pas de VF à l'heure où on se parle, donc si vous n'êtes pas trop amateur de la langue de Shakespeare, ça risque d'être un petit peu compliqué. 223 contributeurs, on pourrait se dire que c'est pas si mal pour commencer hein, en début de campagne, mais en réalité, si c'est bel et bien ça, c'est un bid. Et le ça que je mentionnais, ici on le voit, c'est WatchMojo et Next Big Project qui est derrière cette campagne. Et WatchMojo, c'est une grosse chaîne YouTube avec une version française, une version anglaise, enfin il y a une version dans beaucoup de langues différentes je crois, et en fait c'est une chaîne qui fait des top 10 sur de la pop culture quoi en gros, hein, vous avez certainement vu par-ci par-là des vidéos de WatchMojo qui fait des top 10 sur des séries, sur des films, sur des jeux vidéo, etc. etc. Et si c'est vraiment eux qui sont derrière cette campagne pour ce jeu, bah du coup c'est un bid parce que WatchMojo c'est de la grosse chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues sur les vidéos, et 223 contributeurs, bah c'est pas beaucoup du tout en fait, hein. Voilà. Ah bah les informations c'est un peu plus facile à lire ici. C'est donc bien du 2 à 5 joueurs, c'est toujours 20 minutes par joueur autour de la table et on vous propose donc d'incarner, ça peut être des influenceurs de toutes sortes, ça peut être des modèles Instagram, des streamers jeux vidéo, sur de choses là, et on va chercher à acquérir de l'influence, du pouvoir, de la célébrité, voilà, une sorte de jeu de party game on pourrait dire, mais avec une approche stratégique quand même, et ce mécanisme du engine building, puisque autour de notre plateau on va ajouter différents types de cartes pour venir générer une sorte de moteur d'action de plus en plus performante à mesure que la partie se déroule. Bon, pourquoi pas, ça peut être fun en réalité, j'en ai absolument aucune idée, mais ça ne m'attire absolument pas parce que visuellement ça me parle pas et thématiquement ça me parle encore moins. Les pledges, vous avez le pledge de base ici, Under the Influence à 22 $, donc un jeu très accessible. Bon, c'est essentiellement des cartes et quelques petits tokens par-ci par-là, faut dire. Sinon, à 35 $, vous avez le Famous Influencer, donc une version un petit peu deluxifiée, puisqu'on aura des standees en acrylique, ainsi qu'une couverture de boîte, sur de petites choses là, voilà, donc des petits ajouts. 100 $, le Influencer Retailer, donc ça c'est pour les boutiques, mais encore une fois, pas de VF pour un texte qui, enfin pour un texte, non, pour un jeu qui comporte énormément de texte in-game, ça va être un peu compliqué si vous êtes récalcitrant à la langue anglaise. C'est tout pour Terrible Influence, 223 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. On reste sur une thématique finalement un petit peu similaire, hein, le pouvoir, l'aspect un petit peu satirique, etc. avec Billionaires and Guillotines, un jeu pour 2 à 5 aspirants plutocrates et leurs adversaires. 225 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, on n'est pas encore à 50% du seuil de financement pour celui-ci, c'est un petit peu compliqué malgré 225 contributeurs, et ça nous vient de Pluto Press, donc c'est le premier jeu, mais apparemment c'est un éditeur anglais d'extrême gauche, enfin ils disent non de gauche tout simplement, mais ils disent radical, donc on pourrait dire extrême gauche, hein, on va dire, qui jusqu'à maintenant publiait essentiellement des livres de non-fiction, autrement dit, enfin, comment dirais-je, des essais sur des choses là. Et donc qui se lance dans l'édition de jeux de société avec un jeu de société qui lui aussi du coup se veut un peu radical et assez radicalement de gauche aussi, parce qu'on va incarner des aspirants plutocrates très facilement identifiables, hein. On voit que ils vont utiliser des figures bien connues, on pourra incarner le Tech Overlord, bon, on y reconnaît bien évidemment Musk, on a reconnu un peu plus haut le politicien, voilà, on a Trump qui est ici, bref, on aura différents rôles que l'on pourra incarner et pour essayer d'accumuler du pouvoir, etc. Bon, ça va être
relativement classique, ça m'a pas intéressé outre mesure. Il y aura des événements qui viendront impacter le cours de la partie d'une manière ou d'une autre. On pourra une fois, je crois, au cours de la partie, coopérer, collaborer pour espérer prolonger un petit peu la partie, pour tirer son épingle du jeu, j'ai envie de dire. Mais fondamentalement, ça reste un jeu compétitif. C'est pas particulièrement joli non plus, pour être tout à fait honnête. Donc du coup, j'ai un peu de mal à m'intéresser à cette campagne. Bon, ça peut être assez fun, je ne sais pas. Il y a même une petite extension également qui vient ajouter de nouveaux personnages sur les choses là. Bon, ça me parle pas outre mesure encore une fois. Les pledges, on a le pledge de base ici, c'est 32 livres, donc ce sera combien? Ce sera 38 euros si on fait la transcription d'une devise à l'autre. Et si on veut l'extension en plus du jeu de base, ça rajoute quand même 15 livres de plus et ça monte la somme à 56 euros le pledge. Bon, ça me parle pas outre mesure et en plus de ça, c'est pas particulièrement joli. Donc bon, c'est pas pour moi, je fais l'impasse, mais vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Pour ce qui est donc de Billionaires and Guillotines, 225 contributeurs 26 jours avant la fin de la campagne, qui pour l'instant n'est pas encore financée, mais là encore une fois, pas de VF à l'horizon. Là pour le coup, on passe sur une campagne avec beaucoup de backers, et pourtant je ne la mentionne que dans les entrées, parce que c'est pas un jeu à proprement parler, c'est juste utilisable pour vos jeux, c'est un projet un petit peu annexe, un petit peu parallèle aux jeux de société. C'est Dungeons and Lasers 7, Port Haven, de Archon Studio. Alors Archon Studio, si mes souvenirs sont bons, ils font aussi des jeux plus classiques, hein. C'est eux qui avaient produit notamment Heroes of Might and Magic 3 que Xavier possède, ou encore Masters of the Universe Battleground, ce genre de choses-là. Mais ils nous pondent aussi parfois, justement, Dungeons and Lasers, c'est un peu une série, je crois, qu'ils ont depuis quelques temps. En fait, c'est des campagnes qui nous mettent en avant plein de superbes miniatures que l'on peut notamment utiliser pour des jeux de rôle, par exemple, ou pour des wargames parfois. C'est pour 1 à 6 joueurs ici, mais en fait l'indication n'a aucun sens, c'est pas un jeu à proprement parler, donc ne prenez pas ça en considération, c'est pas important. C'est purement et simplement de la miniature, de la très belle miniature. Donc si vous êtes amateur de peinture sur miniature, il y a moyen de se faire vraiment plaisir avec cette très belle campagne qui vient encore un peu élargir l'univers de Dungeons and Lasers. Je vois pas où sont les lasers d'ailleurs ici, mais bref, on s'en fout un peu. Mais il n'y a pas de gameplay derrière, y a pas de, ne cherchez pas un livret de règles ou quoi que ce soit. Simplement, si vous êtes amateur de Dungeons et Dragons, par exemple 5e, si vous êtes connaisseur, vous connaissez le terme mieux que moi, vous pourrez notamment utiliser ces miniatures-là pour donner un petit peu de vie, d'immersion supplémentaire à vos parties, par exemple. Voilà, donc je vous laisse découvrir un petit peu cette très jolie page avec de très belles miniatures. Donc c'est Dungeons and Lasers 7 Port Haven. Pour l'instant, 3130 backers, plus d'1 million de dollars d'engrangés, 11 jours avant la fin de la campagne. Pas de VF parce que en fait il n'y a pas de langue pour ce qui est de cette campagne, donc faites-vous plaisir si vous aimez les miniatures et l'univers un petit peu pirate, fantasy de ce projet, jetez-vous dessus. C'est en plus de ça un studio en lequel on peut avoir plutôt confiance. Dernière entrée de la semaine, c'est L'Ombre du Temps, un jeu de deck building qui vient de se lancer sur Ulule le 2 avril dernier. Donc comme d'habitude, qui dit campagne sur Ulule dit campagne en français, vous n'avez pas besoin de moi, vous savez théoriquement tous lire, je crois, donc je vous laisse un petit peu découvrir, hein. Il vous présente son jeu de deck building créé à partir de son tout premier roman, parce qu'en plus il est également écrivain, mais vous n'avez pas besoin d'avoir lu le roman, il est tout à fait jouable à partir de 7 ans, c'est un jeu de deck building de stratégie de 2 à 4 joueurs, pour un temps de jeu de 2 à 3 heures, donc c'est un deck building particulièrement long, donc sachez-le tout de même, c'est l'info importante. Pour le reste, ma foi, visuellement, ça présente plutôt pas mal pour un deck building. C'est la 4e collecte lancée par Bassara King sur Ulule, mais certainement la première pour un jeu de société. Peut-être que les précédentes étaient justement pour ses romans. On va juste checker par curiosité. Son premier roman en auto-édition, L'Ombre du Temps, puis La Guerre des Éclats 1 et 2. Donc ouais, c'était pour ses romans pour le coup. Bon écoutez, par curiosité, moi je serais plus intéressé par les romans que par le jeu, parce que le deck building, si c'est le seul mécanisme au cœur d'un jeu, ça me tente pas outre mesure. Le truc c'est que, encore une fois, le jeu est pas tellement mis en avant dans ses mécanismes, on a juste quelques petites photos par-ci par-là.
mais bon, on ne sait pas fondamentalement vers quoi on s'oriente, on sait juste qu'il y a plusieurs cartes de différentes couleurs, donc il y a certainement plusieurs types de cartes, et des capacités différentes, etc. Bon, c'est un petit peu décrit très brièvement ici, je vous laisserai découvrir un petit peu plus en détail par vous-même. Les pledges rapidement, 40 euros jeu de cartes, le jeu de cartes plus la carte spéciale full art, plus une boîte en bois avec pyrogravure, ok, il se fait plaisir quand même. Mais il n'y a pas un pledge vraiment de base, non, c'est le truc de base, ça, c'est à 40 euros. Ok, si on a des pledges un peu plus conséquents, avec notamment le roman, avec une peluche par exemple, ce genre de choses-là, mais c'est bien sûr un petit peu plus cher. Voilà donc pour ce qui est de l'ombre du temps qui se lance et qui pour l'instant a beaucoup de difficultés à décoller. Enchaînons tout de suite avec les plats principaux, le premier étant le nouveau projet de Button Shy Games, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de VF, mais ce qui veut également dire que si tout se passe bien et se poursuit dans la lignée actuelle, on devrait le voir chez Matago un an ou deux après sa sortie en anglais. Il s'agit donc de Adventurous, le nouveau projet de Button Shy. Tout le monde connaît Button Shy si vous êtes abonné au menu crowdfunding depuis suffisamment longtemps. 72e projet de l'éditeur américain. On en a encore parlé il y a quoi 3-4 semaines pour Dionysia qui m'avait beaucoup attiré. Je l'avais finalement pas backé parce que, je vais vous le répéter à nouveau par la suite, mais ils ont un système qui fait que si vous n'êtes pas nord-américain, leurs campagnes Kickstarter sont vraiment pas intéressantes en termes de frais de port. On les connaît principalement aussi pour toute la série de Police en fait. Hein. Donc il y avait Sprawler Police, il y avait Agropolis, ça. Et puis plus récemment Casinopolis par exemple. On les connaît aussi chez nous, enfin chez nous, quand je dis chez nous, c'est les ludovores, pour Skulls of Sadlec, qui est notre jeu préféré de l'éditeur sur cette collection de Button Shy. Circle the Wagons est également très populaire. Et puis donc vous en avez tout un tas, il y en a vraiment beaucoup de ces petits jeux format un petit peu, comment dirais-je, portefeuille simili cuir, hein, c'est la marque de fabrique de Button Shy Games. Petit format, très facilement transportable, donc vraiment petit portefeuille simili cuir, 18 cartes, plus 5-6 cartes avec chaque petite micro-extension. Donc c'est vraiment à chaque fois un exercice de style, comment faire un jeu intéressant avec 18 cartes, avec une forte rejouabilité, avec pas mal de stratégies, etc. C'est du hit or miss un petit peu, hein. Quand même il faut être honnête, sur Button Shy Games, on a des jeux vraiment très cool parfois, d'autres très facilement oubliables. Qu'est-ce qu'il en sera de Adventurous? Difficile à dire, mais on retrouve ici Dustin Dobson et Milan Zivkovic, qui sont deux auteurs qu'on avait déjà vus chez Button Shy Games. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas l'équipe qui était d'ailleurs Skulls of Sadlec. À vérifier. Cette fois-ci, Adventurous, c'est pour 1 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus, pour 15 minutes la partie. C'est souvent le cas de toute façon pour les jeux Button Shy Games. On est souvent entre 10 et 20 minutes la partie. C'est à nouveau le cas pour Adventurous. Cette fois-ci, vous prenez votre petit bateau et vous allez naviguer sur les mers. Il s'agit ici d'un jeu de pose de tuiles, sauf que les poses de tuiles, c'est pas des tuiles, c'est des cartes en réalité. Et on va vivre une aventure sur les mers dans ce jeu coopératif. À chaque tour, on va ajouter une nouvelle... Enfin, c'est quoi? C'est deux cartes. Oui, c'est deux cartes. On va tirer deux cartes et on va en placer une... non, c'est les deux. On place les deux. On place les deux pour étendre notre chemin de navigation. On va y retrouver tout un tas d'icônes qui sont des rencontres, des découvertes, ce genre de choses-là, qu'on va utiliser, ces icônes, hein, pour aller placer donc, des découvertes, justement, des merveilles. Par exemple, ici, on va découvrir Triton, et bien sûr, chaque carte va avoir du scoring différencié, on va avoir différentes conditions d'aller justement scorer des points, ou avoir des interactions plus ou moins négatives sur des choses-là. Et puis, au fur et à mesure de cette très courte partie, on va disposer les 18 cartes, puisque on atteint la fin de la partie une fois que toutes les cartes ont été placées, et on aura donc notre chemin, notre épopée maritime, qui va se dessiner sous nos yeux, avec les différents lieux, les différentes rencontres que l'on aura pu faire, et à partir des cartes qui sont disposées, de comment elles sont disposées, etc., eh bien on aura un petit scoring qui va s'opérer. Voilà, ça va être relativement simple comme toujours avec les jeux de Button Shy Games. Celui-ci, comme Dionysia ou Dionysios, j'ai oublié le précédent projet de Button Shy Games, les deux derniers, donc celui-ci le précédent, me tentent tous les deux beaucoup, mais comme toujours, je ne backerai pas parce que tout simplement,
encore une fois, hein, si vous n'êtes pas nord-américain ou anglais éventuellement, les jeux de Barton Shy Games sur Kickstarter, c'est vraiment pas intéressant pour les frais de port. Mais bon, on en parle quand même rapidement, hein, pas les frais de port, mais les niveaux de pledge d'abord. Les print and play, c'est 3 euros, donc le jeu de base plus la micro-extension, il y en a toujours une micro-extension d'offerte de toute façon. 12 $, pardon, pour la version physique, donc le jeu de base Adventures ainsi que l'extension gratuite Forgotten Worlds. Ensuite, pour les backers internationaux, c'est le même niveau de pledge, c'est juste que c'est pour différencier, j'imagine, pour faciliter pour eux les envois. 30 $, vous avez un pledge qui vous propose donc Adventures et 2 autres jeux de la gamme solo de Barton Shy Games, à savoir Sprolopolis, leur plus grand succès à ce jour, et Rove. Sinon, autre pledge à 30 $, même principe, Adventures, et cette fois-ci Sprolopolis et Skulls of Sedlec, hein, le jeu qu'on aime beaucoup chez Ludovore, pour la facette plus multiplayer, multijoueur de cet éditeur. Voilà, et puis on en vient au sujet qui fâche un petit peu, justement les frais de port. Pour l'Amérique ou l'Angleterre, voilà, c'est vraiment très abordable. En revanche, si vous êtes au Canada, de 1 à 3 jeux, c'est 17 $, de 4 jeux plus, c'est 24 $ de frais de port. Pour les trucs qui sont vraiment tout petits, c'est très peu épais, ça pèse que dalle. Pourquoi ça coûte aussi cher en termes de frais de port? Pour l'Europe, c'est 20 à 30 $. Et puis pour nous qui sommes au Japon, ce serait 21 à 40 $ de frais de port pour des tout petits jeux qui pèsent que dalle, qui sont absolument pas épais. Donc ouais, c'est décevant. Ouais. Donc j'attendrai peut-être un détour, je sais pas, par la France ou voir si on peut les trouver en VO au Japon d'une manière ou d'une autre à terme. Mais encore une fois, je ne backerai pas, même si, encore une fois, un projet super intéressant. Et je confirme, Dustin Dobson, c'était bien lui qui était derrière Skulls of Sedlec ou encore Battle Crest, ou encore Rove par exemple. Donc un auteur qu'on connaît un petit peu chez Barton Shy. Voilà pour Adventures, leur nouveau projet qui pour l'instant se porte bien avec 1500 backers, 25 000 € d'engrangés, 7 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec le nouveau projet de Queen Games, cet éditeur qui nous pond des projets à la pelle sur Kickstarter. J'ai l'impression qu'ils en font un petit peu moins cette année. Cette année, on avait eu Star Explorer, si mes souvenirs sont bons, et 26 mars, non, c'est la dernière update, ça veut rien dire. Marrakech Expansion 2, ok, je ne l'avais même pas aperçu pour le coup, mais je crois que c'est à peu près tout. Je crois qu'ils nous avaient habitués à un rythme un peu plus soutenu, Queen Games. Quoi qu'il en soit, ils nous reviennent sur Kickstarter pour leur nouveau projet, et ce dernier s'intitule Propeller Islands, 216 contributeurs, 8 jours avant la fin de la campagne. Alors, généralement, les projets de Queen Games, je les mets souvent dans les entrées de la semaine. Oui, mais voilà, Queen Games, pour ce jeu, c'est quand même offert les services de Stan Kordonski pour ce qui est de l'auteur du jeu, donc quand même l'auteur derrière des jeux comme Nova Roma, comme Endless Winter, comme Résurgence par exemple. Et pour ce qui est de la direction artistique, c'est The Miko, que tout le monde connaît maintenant via les jeux comme les Architectes du Royaume de l'Ouest, les Pillards de la Mer du Nord, sur les choses-là, entre autres, ou encore Endless Winter, ils avaient déjà bossé ensemble avec Stan Kordonski. Donc un duo hyper connu et reconnu dans le milieu, donc ça, comment dirais-je, ça attire un petit peu plus le chaland dont je fais partie sur cette campagne qui pourtant, vous le voyez, fait pas beaucoup plus que les campagnes habituelles pour Queen Games, hein, il faut bien se le dire. Queen Games fait beaucoup de campagnes et généralement ça marche pas super. Et là pour le coup on a Stan Kordonski et The Miko derrière, et ça marche pas mieux que d'habitude. Étrange pour le coup. 8 jours avant la fin de la campagne, on va encore aller sur une campagne aux alentours de 350 backers, donc c'est quand même encore une fois du mini bid. Après on sait que Queen Games, derrière il y a certainement moyen de trouver le jeu en boutique à terme, c'est peut-être aussi ça que se disent les backers qui sont intéressés. D'ailleurs sachez que si vous êtes intéressé, il y a une VF dans les cartons, donc c'est prévu. C'est pour 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, donc un jeu plutôt familial on va dire, pour des parties de 1 heure à 1 heure et demie environ, on va dire approximativement. Un jeu dans lequel on va avoir ici, je crois que c'est quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 7 tuiles de base, une sorte de plateau de 7 tuiles hexagonales sur lesquelles on va disposer des dés après les avoir lancés, et autour de ce plateau de base on va disposer des tuiles qui sont en fait des sortes de petites îles aériennes que l'on va pouvoir ajouter à sa cité
Donc on va utiliser les dés pour aller choper des tuiles de bâtiments, de petites îles que l'on va ajouter à sa cité. Je vais passer directement au gameplay, ce sera plus facile à saisir. Voilà, le gameplay, voilà, ici. Vous allez donc jeter les dés et les placer sur le plateau de forge, donc les fameuses 7 tuiles que l'on voit ici, hexagonales, au centre du plateau, autour duquel vous allez avoir donc des tuiles que vous pourrez choper. Donc vous allez pouvoir, à votre tour, claim a tile, autrement dit, vous approprier une tuile qui se trouve autour de la forge, justement. Vous allez pouvoir défausser une tuile pour gagner de l'énergie. Vous allez pouvoir activer votre île, donc un des bâtiments de l'île à partir d'un des dés qui est placé sur la forge. Bien sûr, il faudra toujours utiliser un dé pour faire une action. Vous pourrez aussi compléter ce qu'ils appellent un blueprint, donc un plan, qui vous permettra d'avoir une île encore plus performante, hein. Ça va ajouter de l'efficacité à vos actions en gros. Et aussi le premier qui finira, je crois, 7 blueprints lancera la fin de partie, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça. Voilà, en gros, on va avoir ce type d'action à notre disposition. Donc on va dire un jeu de construction de ville, sauf que c'est pas exactement une ville à proprement parler, d'amélioration de votre efficacité de vos actions, etc. Ma foi, ça peut être relativement sympa, il y a un aspect de gestion de ressources également. Ça peut être assez intéressant sur le papier, même si j'avoue que je trouve encore une fois le projet assez moche, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le travail de Miko. Je sais qu'il a beaucoup de fans. Moi j'avoue qu'à chaque fois la patte graphique de Miko, ça me parle vraiment pas. Je sais pas pourquoi exactement d'ailleurs. Pour ce qui est du contenu, je suis passé très rapidement dessus, hein. Vous avez donc les 70 tuiles ici, 9 dés, ensuite le plateau principal, donc la forge, et puis tout un tas de petites cartes, ainsi que les plateaux de joueurs donc individuels double épaisseur, quelques petits meeples qui eux-mêmes sont pas très jolis à mon avis. Sinon, vous avez dans la Deluxe, voilà, dans la Deluxe, justement les petits meeple screen print, parce qu'ils ne sont pas dans la version de base. Vous avez des ressources entre gros guillemets deluxifiées, c'est-à-dire que vous avez des rouages en bois, des petites, comment je sais pas, du métal quoi en gros, et des petites gemmes en plastique, et ça c'est pas du tout deluxifié, c'est juste que dans le jeu de base, c'est encore pire, c'est juste la forme qui est respectée en carton et c'est tout. Enfin, ça rajoute pas tellement d'aspect deluxifié comme ça. Donc vraiment Queen Games de ce point de vue-là, ils sont toujours assez mauvais. J'ai pas envie de cracher dessus, mais vraiment Queen Games en termes d'édition, c'est pas. Donc c'est plus orienté boutique, retail, que vraiment financement participatif de cet aspect-là. Voilà, en add-on vous pourrez ajouter, comme souvent avec Queen Games, d'autres jeux de l'éditeur, comme Kingdom Builder, ou encore comme Powerline, Old London Bridge, etc. Je ne vais pas vous faire la liste en entier. Le shipping, pour l'Union Européenne, ça va être 12$ jusqu'à 18 en fonction de ce que vous allez choisir. Pour la Suisse, ce sera 22 à 33, pour le Canada, 22. Le dernier pledge n'est pas accessible pour les Canadiens, allez savoir pourquoi. Japon, on a un encart particulier pour le Japon. 24 à 36 $ de frais de port pour nous au Japon. Voilà donc pour ce qui est de Propeller Islands. Je viens de mettre un coup de poing à mon micro. J'espère que ça n'aura pas trop retenti dans vos petites esgourdes. 216 contributeurs 8 jours avant la fin de la campagne. 16 500 € d'engrangés pour Propeller Islands. Alerte, Skull Tales, j'ai pas eu le temps de préparer la campagne, donc je la découvre un petit peu en même temps que vous. On découvre aussi un personnage très clairement inspiré de Pirates des Caraïbes. Est-ce qu'il y a moyen que Disney attaque? C'est bien à Disney, je ne sais plus, je crois que oui. Est-ce que Disney va attaquer en justice? Comment s'appelle cet éditeur? Draco Ideas, on verra, je sais pas. Quoi qu'il en soit, Skull Tales revient, puisqu'il s'agit d'une V2 pour un jeu qui était déjà sorti par le passé, plus extension. Et c'est donc un projet porté par Draco Ideas, disais-je, à qui l'on doit d'autres jeux sur GameFound sortis par le passé, comme Hispania ou encore comme la trilogie de Scope Panzer que Xavier avait backé et qu'on a sorti je crois une fois en tout et pour tout, si mes souvenirs sont bons. Mais je crois qu'ils font aussi du retail, et ils font pas que de la campagne de financement participatif, puisque de toute façon Skull Tales c'est leur seconde édition et que la première, à moins d'être passée sur Kickstarter à l'origine, je ne sais pas, elle n'était pas sur GameFound. Quoi qu'il en soit, on est encore une fois sur un énième jeu avec une thématique de
pirates. On va donc naviguer sur les mers à la recherche de trésors. On va aussi affronter différents ennemis. On va vivre des aventures incroyables sur les mers. Le tout avec une DA pas fantasmagorique, hein. Disons que ça met pas la tulipe à 90 degrés, hein, très clairement, mais c'est pas vilain non plus, c'est pas dégueulasse. Pour l'instant, on est quand même à 1350 backers, donc c'est quand même un projet qui se porte bien sur GameFound. 19 jours avant la fin de la campagne, on est quand même déjà à 250 000 € d'engrangés, ce qui est quand même assez conséquent, et c'est ce qui m'a poussé aussi à le mettre dans les plats principaux de la semaine, même si j'ai pas eu le temps de explorer trop cette page, malheureusement. Je voulais faire aujourd'hui, puis j'ai pas eu le temps. 1 à 5 joueurs pour Skull Tales, 90 minutes la partie, 14 ans et plus. Et alors ça par contre, je l'ai aperçu tout à l'heure quand j'étais dans le train pour checker un peu la campagne. Comment se tirer un boulet de canon dans la rotule autrement que comme ça. Alors c'est vrai que sur GameFound, il y a un système de tag pour donner quelques informations de base aux lecteurs, disons aux personnes qui vont consulter votre page de campagne, et c'est plutôt très cool. Ça permet de s'orienter un petit peu sur les campagnes, de voir un petit peu ce qui pourrait nous intéresser, etc. Sauf que là, ils ont mis tellement de tags que finalement on ne sait plus où donner de la tête. Finalement, qu'est-ce que c'est que Skull Tales? Il y a tellement d'infos que finalement on est un petit peu perdu. On nous parle de coopératif, mais également de compétitif, on nous parle de campagne, de narratif, de solo, de collectibles, d'aventures, de RPG avec des dés, de la tower defense, du survival, mais qu'est-ce que c'est au final que ce jeu? Bon, du coup il y a tellement de tags qu'on est un petit peu paumé en réalité. Alors, tout à l'heure, ouais, j'avais dit 1 à 5 joueurs, c'est bien les mêmes infos? Ouais, c'est bien les mêmes infos, sauf que là, on nous parle de 150 minutes par chapitre, donc c'est 2h30, alors que là, on nous parlait de 1h30. Donc déjà, les informations sont plus les mêmes en termes de durée de partie. Allez savoir, en général, quand c'est comme ça, j'ai plutôt confiance au visuel créé par l'éditeur ici. Donc, pas de VF malheureusement pour celui-ci, mais bon, si vous parlez anglais ou espagnol, ça reste jouable. Et donc, en plus de cette V2, cette deuxième version de Skull Tales, on a également une méga extension. Donc on a beaucoup de contenu supplémentaire apparemment. Et ce sera, je crois, cette boîte ici, certainement Legends of the Caribbean, à mon avis. C'est ça la grosse extension. On aura aussi Curse of the Caribbean. Et donc, je vous l'ai dit, avec tous les tags qu'on a vu tout à l'heure, difficile de se repérer là-dedans, mais on est sur un jeu d'aventure, d'exploration, apparemment de survie. Il y aura masse de pirates disponibles, donc on imagine qu'il y aura aussi beaucoup d'aspects un petit peu asymétriques, certainement une asymétrie qui va venir se développer au fur et à mesure que nous explorons et que nous recrutons peut-être de nouveaux membres d'équipage. Là, encore une fois, je navigue moi-même un petit peu dans le brouillard, je ne sais pas exactement de quoi je parle, hein, je vous le répète, je n'ai pas consulté suffisamment la page de la campagne pour savoir également véritablement de quoi il retourne ici, mais on voit qu'on va aussi, au-delà de naviguer sur les eaux, comment dirais-je, jeter l'ancre et découvrir quelques îles, peut-être pour justement aller découvrir des trésors, pour explorer un petit peu les zones environnantes, etc. On voit effectivement qu'on aura différents personnages et donc de la symétrie. On aura une phase de port, une phase de voyage où on va naviguer dans les mers des Caraïbes. On va aussi devoir gérer son bateau, les ressources qui s'y trouvent. On va devoir embarquer sur les navires ennemis peut-être pour prendre possession de leurs ressources, ce genre de choses-là. Ok, sur le papier, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça a l'air d'être relativement intéressant, visuellement ça m'attire pas, l'univers me parle pas outre mesure, même si j'ai rien contre l'univers des pirates de manière générale, mais non, c'est pas un jeu qui m'attire outre mesure, et je trouve que la campagne est assez mal foutue, déjà d'entrée de page, mettre autant de tags, moi, ça me perd un petit peu. Alors, les pledges, très brièvement, on a un peu pour tous les goûts, on a un pledge à 15 €, Oh Captain, My Captain, donc ça c'est le cercle des poètes disparus, ça. New Skull Tales Full Sail Expansion, donc c'est une nouvelle extension, une petite extension pour le coup. Tortuga à 16 €, c'est encore une autre extension, une nouvelle extension également. Pirates, encore une extension, celle-ci est-elle nouvelle également? Peut-être pas, c'est pas marqué New pour celle-ci, mais ça ajoute le mode PVP, donc le mode compétitif on va dire. Ensuite,
l'extension campagne, donc 2 campagnes qui sont interconnectées les unes aux autres pour l'extension Curse of the Caribbean pour 45 €. New Horizons, c'est 2 extensions, donc celle-ci plus une qu'on a mentionnée plus tôt, voilà, ici A Captain, My Captain pour 55. Legends of the Caribbean, c'est la grosse nouvelle extension à 59 €. Sinon, toutes les extensions qu'on a mentionnées jusqu'à maintenant, ensemble, ça fait 129 pour le pledge All-in 10 Pirate. Ensuite, All-in New on Board, là ça devient intéressant, c'est pour ceux qui n'avaient pas joué, qui n'avaient pas en leur possession le jeu de base, donc qui voudraient le jeu de base plus toutes les extensions mentionnées jusqu'à présent, auquel cas c'est 199 $, la note commence à être un petit peu salée. Et sinon on a aussi un pledge All-in Full Booty, alors là c'est le all-in ultime, c'est la même chose que le pledge précédent, sauf qu'on va des éléments de deluxification avec des pièces de métal par exemple, ou des dés un petit peu plus classe, ou peut-être un set de dés supplémentaires, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on peut trouver ça, dice set, voilà. Peut-être encore plus de dés j'imagine que dans le jeu de base, peut-être pour éviter d'avoir à se les échanger entre tous les joueurs autour de la table, je ne sais pas exactement. Bref, 249 € pour la totale. Voilà. Et la page continue comme ça, il y a encore beaucoup d'informations, donc je vais quand même passer assez rapidement, mais voilà, sachez-le, il y a beaucoup de matos, il y a même pas mal de miniatures qui ont l'air d'être relativement clean, hein, relativement belles. Donc voilà, vous me direz éventuellement si vous avez l'occasion de tester Skull Tales jusqu'à présent. C'est un jeu qui avait déjà connu une sortie par le passé, avant cette seconde version, mais un jeu dont j'avais jamais entendu parler jusqu'à présent. Voilà. Rapidement, on va passer quand même au shipping, que voici. Alors la zone euro est décomposée en 2 parties. Belgique-France, c'est la zone A, donc 10 à 13 € en fonction de votre niveau de pledge. Pour nos amis canadiens, c'est 30 à 46 € de frais de port. Nos amis suisses, c'est certainement 26-30. Et puis nous, au Japon, c'est la zone Asia, zone A, ouais ça, 36-59 € de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de cette nouvelle campagne pour Skull Tales version 2 plus grosse extension, 1350 backers, 250 000 € d'engrangés. Enchaînons avec Get Stacked, cette fois-ci sur Kickstarter. C'est un jeu compétitif d'ambiance, c'est un jeu de party en réalité, mais plus stratégique qu'on a l'habitude de le voir pour ce type de jeu d'ambiance. C'est pour 2 à 8 joueurs, et ça utilise le même mécanisme que beaucoup de jeux de John D. Clair, qui s'est un peu fait une réputation sur ce mécanisme de superposition de cartes transparentes, et donc on va superposer différents types de cartes sur notre héros de base. En fait, il va level up, il va prendre différents équipements. Par exemple, on voit une épée qui va venir se loger dans la main de notre héroïne, qui va peut-être ensuite être accompagnée par un tigre à dents de sabre, ce genre de choses. Voilà. Pour l'instant, on est à 50 000 € d'engrangés, c'est donc financé avec 785 backers, 25 jours avant la fin de la campagne, et c'est le premier projet de Moon Crossing Games, qui nous vient du Texas. Et donc, eh ben ma foi, Get Stacked, ça se porte plutôt pas mal, et en plus de ça, il se base sur un nom qui parle à beaucoup de gens. Alors pas Get Stacked, le titre du jeu en lui-même, mais on l'a vu ici, A Mario Party-like board game with an RPG twist. Autrement dit, un jeu qui s'inspire de Mario Party, pour les amateurs de Nintendo. Alors c'est pas forcément mon cas, mais j'y ai joué parce que ma femme adorait Mario Party. Mario Party, c'est un jeu qui se compose de mini-jeux, de différents mini-jeux qui peuvent avoir une plus grande composante chance ou adresse ou véritablement compétence. Bref, c'est un joyeux bordel auquel on joue généralement, pareil, de 2 à 8 joueurs, quoi, en gros. Et donc c'est le cas ici de Get Stacked. Vous allez prendre votre petit héros de base que vous avez posé voilà, sur votre petit encart en plastique, j'ai l'impression. Et au fur et à mesure des mini-jeux, eh ben, on va aller stacker des nouvelles cartes transparentes dessus pour qu'ils prennent du niveau, des compétences, etc. que l'on pourra mettre à profit justement dans certains des mini-jeux. Voilà, on va, je crois, à chaque tour avoir un joueur qui va désigner le mini-jeu auquel il ne va lui-même pas participer, mais dont il sera l'arbitre, en gros.
et on participe au mini-jeu, on décerne des positions, donc des points on va dire, parmi les différents mini-jeux auxquels on pourra participer, vous aurez des jeux de lettres, des jeux de dextérité, des jeux sur les dés, donc plus orientés chance pour le coup, ou prévision, enfin probabilité, plein d'autres petits mini-jeux qui seront donc basés sur différents mécanismes radicalement différents les uns des autres. Et donc après le mini-jeu en question, en fonction de notre position dans ce mini-jeu, on va avoir accès à une phase de draft où on va choper des cartes. Et bien sûr, si on finit premier à ce mini-jeu, on aura le premier choix, dans la primeur de la sélection de la carte qui nous intéresse le plus à superposer sur notre personnage. Et donc vous imaginez bien qu'il y a énormément de combinaisons possibles. Il nous parle ici de 16 000 combos uniques jouables dans Get Stacked. On voit ici quelques-uns des équipements qui vont venir équiper cette héroïne. Voilà, ensuite on pourra utiliser des différentes cartes pour s'attaquer les uns les autres, etc., etc. Le pledge est à 39$ pour ce qui est du jeu de base de Get Stacked. Alors là, c'est vraiment les composants de base, tout ce qui est de plus classique. Sinon, on a un autre pledge à 49$ qui vient ajouter une sorte de petit booster. Et puis on a un pledge avec de la deluxification, là c'est ici Deluxe Game, 75$, on a encore une fois le petit booster, mais au-delà de ça, on a un petit tray, donc un petit insert plastique, on a des dés un petit peu deluxifiés, on a notre plateau de joueurs qui est désormais en plastique et non plus en carton comme c'était le cas à l'origine, ce genre de petits éléments de deluxification, on va remplacer du carton par du bois, etc., etc. Et on a un pledge all-in à 99$ qui vient ajouter par-dessus un tapis de dés et puis une peluche à l'effigie de la barre de beurre que l'on voit ici. J'imagine que c'est un personnage qui intervient dans le jeu. On l'a aperçu une fois ou deux dans la page de campagne également, mais je ne vois pas très bien l'intérêt. Voilà, c'est à peu près tout pour Get Stacked. On ne met pas tellement en avant chacun des mini-jeux qui seront jouables dans Get Stacked, mais sur le papier, le côté jeu inspiré de Mario Party, mais avec une dimension un peu plus stratégique, avec cette pose de cartes transparentes en superposition, etc. Ça peut être assez fun en réalité. Clairement pas un jeu que je me vois backer, mais si un jour j'ai l'occasion d'y jouer à 4, 5, 6 joueurs, ça peut être très fun, à voir. Frais de port pour le Canada, ça peut aller de 27 jusqu'à 37$ en fonction de votre niveau de pledge. Pour la zone euro, Belgique et France, c'est la zone 1, donc ce sera de 11 à 22€. Pour nos amis suisses, par contre, ce serait de 15 à 29 par exemple. Et puis pour nous qui sommes dans la zone Asie, ce serait 55 à 75$ de frais de port. Ça pique un petit peu l'oignon. Voilà donc pour ce qui est de Get Stacked, 785 backers, 25 jours avant la fin de la campagne. Connaissiez-vous Ashes? Ben moi, non. Je connaissais pas. Et pourtant, Ashes apparemment célèbre son 10e anniversaire. Tout de même. Apparemment, c'est un jeu de cartes, donc gestion de main bien sûr, qui existe depuis 10 ans, et pourtant je connaissais absolument pas, et ils font leur retour. C'est Played Hat Games, l'éditeur derrière, donc c'est le deuxième projet sur Kickstarter après Wandering Galaxy qu'on avait vu en août dernier, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et donc ils reviennent pour Ashes Ascendancy, et pour l'instant ça se porte plutôt pas mal, 1500 backers, 220 000€ d'engrangés, 27 jours avant la fin de la campagne. C'est un bon début de campagne pour Ashes Ascendancy. Il s'agit d'un jeu de duel fondamentalement, donc à 2 joueurs, mais jouable également en solo, et jouable également à 2 joueurs en coop. Donc vous pouvez jouer en duel 1 contre 1 ou en coopération également. C'est pour 14 ans et plus, c'est pour des parties de 30 minutes à 60 minutes. Il y a plus de 100 cartes dans le jeu et 25 dés customisés. Vous allez avoir des decks préconstruits, mais vous pourrez aussi construire votre propre deck. Donc il y aura un aspect construction de deck également. Et donc vous affrontez l'un l'autre ou jouez en solo ou coopératif face au Dragonborn. Voilà, pour le reste, ma foi, jeu de cartes, je suis pas un grand expert en la matière. En revanche, on voit que les cartes, elles, sont quand même très très jolies. Visuellement, le jeu envoie plutôt du pâté, c'est quand même plutôt très très joli. Bon, ça est très Epic Fantasy classique
classique à mourir, j'ai envie de dire, mais très joliment réalisé. Et ça me fait plaisir. Voilà, pour le reste, encore une fois, je ne saurais vraiment pas vous en parler beaucoup plus que ça pour ce qui est du gameplay, parce que ça m'a l'air d'être fondamentalement un jeu de duel de cartes relativement classique, plein d'effets de cartes différents, on peut jouer avec des decks préconstruits, donc pas besoin de se triturer les méninges, ou on peut construire son propre deck avant le début de la partie. Je serais certainement plutôt la team deck préconstruit, parce que la construction de deck, c'est un truc qui aurait tendance à me saouler profondément. J'utilise le conditionnel parce que j'ai jamais fait de construction de deck a priori, hein. J'ai pas souvenir d'avoir joué à des jeux qui nécessitaient ce genre de choses là. Le deck building à la limite pourquoi pas, mais la construction de deck à proprement parler avant le début de la première partie, ça m'attire pas du tout. C'est un truc qui me saoulerait plus qu'autre chose. Mais donc ouais, ça a l'air d'être assez sympa, en tout cas c'est très très joli. À tester un de ces jours, pourquoi pas. Mais je ne sais pas exactement ce qui pourrait le différencier de la ribambelle d'autres jeux de duel de cartes avec des decks préconstruits ou que vous pouvez construire vous-même. Je ne sais pas ce qui vient le différencier exactement. Donc voilà, je ne vais pas dire plus de bêtises que ça, je vais m'arrêter là. On va juste passer maintenant au niveau de pledge. Vous avez ici le starter set Ashes Ascendancy à 50$. Sinon, vous avez un pledge All the New Stuff à 120. Tout de suite, on fait un bond assez important. On aura dans ce pledge le starter set que l'on vient de voir juste avant, ainsi qu'une big box pour storer le contenu de cette nouvelle boîte, ainsi que ce qui est sorti précédemment, j'imagine. Et puis également tous les tokens en acrylique, donc la version premium des tokens. Donc on passe du carton à l'acrylique. Si on a un pledge à 175$ pour le New Player Plus, qui vient ajouter des sets de dés pour plein de personnages différents. Donc ça vient ajouter beaucoup de matériel apparemment. Et puis sinon le all-in à 500$ où on va ajouter aussi, je crois que c'est un tapis de néoprène. Alors il y a tellement d'informations qu'on s'y perd un petit peu, mais je crois qu'il y a du tapis de néoprène. Il y a plein de decks supplémentaires, j'ai l'impression. All pre-packed in the Ashes Big Box, donc c'est déjà tout intégré à la Big Box, peut-être même que vous ne recevrez pas la boîte de Ascendancy elle-même, je ne sais pas exactement. Donc tout le starter set plus tout ce qui est sorti précédemment dans Ashes, plus les premium tokens, tous les sets de dés, etc. Voilà, on voit ici tous les petits decks supplémentaires que l'on peut acquérir, hein. On a vu qu'il y avait masse de decks ici dans ce pledge là, il y en a énormément, et vous pouvez les prendre aussi à l'unité en add-on si ça vous chante. Si vous voulez uniquement le Bloodwood's Queen ou seulement le Duchess of Deception par exemple, vous pourrez faire vos courses comme ça si ça vous chante. Voilà. Le shipping, Canada 15$ ou 20$, ça dépend du pledge. France 15-20 également. La plupart des pays européens c'est 20-25. Et puis nous qui sommes au Japon, on serait dans Everywhere Else, donc 35-65$ de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de Ashes Ascendancy, vous me direz si vous connaissez. Ça fait 10 ans que le jeu est sorti et c'est la première fois je crois en tout cas que j'en entends parler. Mais s'il y a quand même 1500 backers dessus, c'est qu'il a quand même une réputation derrière lui qui semble faire, sans faire du chiffre quand même. 1500 backers, mine de rien, pour un jeu qui a 10 ans, c'est que les gens ont quand même des bons souvenirs de ce jeu, ou alors que les nouveaux arrivés sont convaincus par ce qu'ils voient. Moi, pour l'instant, j'ai du mal à voir ce qui le différencie fondamentalement de beaucoup d'autres jeux de cette catégorie-là, mais vous me direz éventuellement, si vous avez eu l'occasion d'y jouer, ce que vous en pensez. Voilà pour ce qui est de Ashes Ascendancy. Et c'est également le dernier plat principal de la semaine. On passe maintenant à l'unique dessert de ce menu crowdfunding. Et le seul et unique dessert de ce menu crowdfunding, c'est un projet français porté par Monolith Board Games. Il s'agit bien sûr de Reichbusters Reloaded. Alors oui, vous y reconnaîtrez la célèbre licence de Mythic Games, vous le savez, hein, Mythic Games a mis la clé sous la porte, ils ont revendu pas mal de leurs licences, de leur IP à différents éditeurs, comme Monolith ou Simon également. Et pour le coup, Reichbusters, c'était Monolith, et donc ils nous sortent sur GameFound cette campagne Reichbusters Reloaded, donc c'est une sorte de remaster on va dire. Pour l'instant, ça marche très bien. 2000 backers. Bon,
On aurait pu espérer un peu plus, mais c'est déjà très très bien. 230 000 € d'engrangés, il reste encore 11 jours avant la fin de la campagne, et qui dit Monolith dit bien évidemment version française disponible. Et donc Reichbusters, comme son titre l'indique, bah, c'est un jeu où on va kickass du nazi, hein, on va botter des culs de nazis, voilà. Bon, c'est un jeu qui vous place dans une deuxième guerre mondiale alternative, on va dire, où le Reich a développé une technologie qui se base sur quoi, le vril, je crois, une sorte de ressource qu'ils ont trouvée au Tibet, quelque chose comme ça, qui s'appelle le vril, qui leur a permis de développer tout un tas d'unités spéciales, plus ou moins dégueulasses, les trucs qui s'apparentent quasiment à des zombies parfois. Bref, ils ont cette ressource, le vril, qui permet d'influencer les objets comme les êtres vivants également. Et donc vous allez voir des sortes de mutants, de zombies, enfin de comment dire, de soldats du Reich un peu dégueulasses, mais survitaminés par cette ressource, ou encore une ressource qui est utilisée sur des objets pour avoir des développements technologiques énormes, pour avoir des soldats qui ont des armures extraordinaires, ce genre de choses-là. Bref, c'est l'aspect un petit peu Seconde Guerre mondiale alternative, puisque on n'est pas exactement sur les faits historiques, mais ça va être hyper fun. J'ai jamais eu l'occasion de tester Reichbuster, mais j'aimerais beaucoup le faire, parce que là, pour le coup, tout me parle, la DA me parle, la thématique un peu originale me parle aussi. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est coopératif, c'est pour des parties d'environ 1h30. On peut le jouer en solo également, mais c'est plutôt un jeu coop, j'ai envie de dire, qui va mélanger un petit peu de la survie, de l'exploration, du combat stratégique, etc. Avec bien sûr, bah, vous l'avez déjà aperçu, hein, masse de miniatures. On est sur du kilo plastique, en veux-tu, en voilà. On est aussi sur un jeu avec des compétences asymétriques aussi, et c'est un jeu qui, au-delà de l'aspect nouvelle version, enfin nouvelle, comment dirais-je, nouvelle impression du jeu, c'est véritablement une refonte du jeu. Il y a pas mal de mécanismes qui ont été apparemment revus et corrigés depuis la première version de Reichbusters à l'époque chez Mythic Games. Alors, on a pas mal de petits aperçus visuels parce qu'ils mettent en avant justement la qualité du matos, les miniatures absolument folles que l'on voit ici, elles sont très 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 belles. Bon, est-ce qu'elles sont pré-peintes? Non, bien évidemment, mais si vous êtes amateur de peinture sur miniature, là il y a moyen de se faire vraiment vraiment plaisir. Alors, on passe directement au niveau de pledge. Il n'y en a que 3, donc ça c'est plutôt cool. On a le Green Upgrade Project Vril Vétéran à 49 $. C'est l'upgrade dont vous aurez besoin si vous avez déjà le all-in de la campagne précédente à l'époque de Mythic Games. Donc en gros, c'est une upgrade du all-in précédent. Et ça coûte donc 49 € et vous avez le contenu détaillé qui vous est présenté ici avec tous les plateaux revus et corrigés des personnages, 216 cartes d'action, des cartes d'ennemis, des cartes de mission, etc., etc. Il y aura même des miniatures, des tuiles supplémentaires, masse de contenu pour 49 €, c'est vraiment pas déconnant a priori. Ensuite, à 95 €, vous avez la Blue Upgrade. Cette fois-ci, c'est un pack d'upgrade pour ceux qui avaient l'édition Core, entre guillemets, la boîte de base qu'ils avaient baquée dans la campagne précédente. Et là, cette upgrade de bleu ici, eh bien, ça vient ajouter toutes les upgrades de matos. Donc en gros, c'est la deluxification, plus tout le contenu que l'on a vu précédemment, et toutes les miniatures et les tuiles de toutes les extensions qui étaient sorties à l'époque de la campagne de Reichbusters, donc encore plus de contenu, encore plus de miniatures que le pledge de la Green Upgrade, si mes souvenirs sont bons, la Blue Upgrade est encore plus conséquente. Ensuite, pour ceux qui n'avaient pas backé, qui n'avaient même pas connaissance éventuellement de Reichbusters de la campagne de l'époque, bah vous avez le Reloaded Pledge. Et là, vous partez de rien pour avoir la totale, en gros. Vous avez la Red Box, qui est donc la boîte de base de Reichbusters, plus la Blue Box pour tout ce qui est extension, miniature, etc. Un pledge qui va peser un âne mort, on s'en doute bien. Hein, je sens bien le 10-12 kg, voire peut-être même plus, avec les deux boîtes. Prenez ça avec des pincettes, hein, je dis ça un peu au pif, mais je sens que ça va être très très lourd, quoi, en gros. Voilà pour ce qui est des niveaux de pledge. Alors ensuite, qu'est-ce qui est d'un peu nouveau là-dedans? D'abord, vous pouvez télécharger les règles en français pour avoir tout le détail
de ce qui a changé. Si vous avez déjà le jeu de base, en tout cas, vous pourrez comparer, évidemment. Mais sinon, on va parler un petit peu du gameplay ici. Vous allez d'abord sélectionner une campagne ou une mission, à vous de voir. Vous aurez tout un tas de scénarios qui vont pouvoir s'interconnecter les uns avec les autres pour faire une campagne au long cours. J'ai encore tapé mon micro. Ou sinon, vous pourrez faire des missions en one-shot. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Vous aurez différents types de personnages jouables. Donc vous avez les leaders, Rocket, Tactique, Contact. On voit qu'il y a même la Team Rocket, hein, Pokémon, est présent dans le jeu. Non mais bref, chacune de ces teams, de ces équipes, aura ses propres spécificités. Par exemple ici la Team Rocket, ils vont pouvoir infliger d'énormes dégâts avec des armes qui sont efficaces à distance, genre des lance-missiles, des grosses mitrailleuses, ce genre de choses-là. Les leaders, ils vont donner des avantages à leurs camarades autour d'eux. Les tactics, ils vont pouvoir, comment dirais-je, être plus dans l'aspect tuer sans se faire repérer, donc l'aspect un petit peu infiltration, ce genre de choses-là. Et au contraire, la team contact, où là on va vraiment sur du combat au corps à corps, beaucoup plus violent et direct, on va dire. Donc vous allez un petit peu mélanger, ou au contraire faire une équipe avec que des leaders, ou que des tactics par exemple. À vous de voir comment vous voulez organiser votre équipe. À partir de là, en fonction du scénario que vous aurez choisi, de la mission que vous aurez choisi, vous allez bien construire le niveau avec les différentes tuiles qui vont le composer, avec les différentes miniatures qui vont le composer. Et à partir de là, on se lance dans l'aventure. Grosse différence apparemment avec le jeu d'origine, c'est que maintenant il y a un tour commun pour tous les héros autour de la table. C'est-à-dire que c'est pas d'abord Xavier, puis Adrien, puis Kevin. Non, c'est tous ensemble, on décide à quel moment on veut faire telle ou telle action. Et quand tous ensemble, on a décidé qu'on n'avait plus d'action qu'on avait envie de faire ou qu'on ne pouvait plus faire d'action, à partir de ce moment-là, c'est la fin de notre tour commun. Et apparemment, ça c'est différent du jeu d'origine si j'ai bien suivi. Bien sûr, chacun des héros ayant son propre deck de cartes asymétriques, ses propres compétences. Et on aura aussi 2 petits tokens qui apparemment eux aussi n'existaient pas avant, je crois, pour établir des petites actions de base communes à tous les personnages apparemment. Ensuite, vous avez également un grand changement au niveau de la gestion du bruit pour ce qui est de l'aspect infiltration. Apparemment, j'ai lu ça hier, mais du coup, entre-temps, j'ai un petit peu oublié. Mais apparemment, ce sera un petit peu plus, comment dirais-je, prévisible. On pourra plus calculer l'impact de nos actions, du bruit que ça va faire, de l'impact que ça pourrait avoir sur le potentiel, comment dirais-je, notre... comment j'arrive pas à trouver mes mots, mais le fait que l'on puisse se faire repérer ou non, quoi. On pourra prévoir, on pourra imaginer si oui ou non les actions que l'on entreprend vont mener à ce que l'on se fasse repérer par les nazis ou pas, quoi. C'est un peu plus prévisible que dans le jeu d'origine apparemment. Ensuite, les ennemis, avec tout ce qui est token d'ennemis. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quel type d'ennemi se trouve derrière ce token. Au moment où on le retourne, paf, on voit qu'il y a ce type d'ennemi là. Simplement, même si vous ne savez pas exactement ce qui se trouve derrière, vous avez des niveaux de tokens différents, 1, 2, 3, et plus on avance en termes de numérique, plus ce qui se trouve derrière va être méchant, quoi, en gros. Donc vous pourrez imaginer, mais information incomplète, on va dire. Voilà, on continue, hein. Bon, bref, vous vous doutez qu'il y aura aussi infiltration et donc combat. Combat, on va essayer de faire aussi peu de bruit que possible. C'est là que vont être importants l'équipe tactique, si mes souvenirs sont bons, ceux qui peuvent tuer de manière subreptice, silencieuse. C'était où? C'était celle-là, ouais. Kill quickly and silently, ouais, ça, ils vont être importants là-dessus. Et une fois qu'on est repéré, bon bah là, on peut y aller avec la team Rocket, la team Contact, on se fait plaisir, on fait du boucan et c'est pas grave. Bref, il y aura bien sûr plein de synergies à aller imaginer entre tous les personnages pour espérer s'en sortir tous ensemble. Voilà, vous avez même, pour ceux qui voudraient le truc plus résumé, un gros paragraphe What has changed, donc qu'est-ce qui a changé entre la première version et cette version Reloaded. Alors, vous avez ici toute la liste. D'ailleurs, je me demande, j'ai même pas checké et j'aurais dû, je suis juste un peu trop con, mais comme Monolith est un éditeur français, peut-être que la page est disponible en français elle aussi.
Quand c'est le cas sur GameFound, souvent c'est mentionné en haut de page. Là, je le vois pas. Donc peut-être pas en fait. J'ai pas l'impression. Dommage, si c'est le cas. Peut-être que j'ai juste pas réussi à trouver l'info, mais si c'est le cas, c'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, on arrive voilà, ici pour ce qui est du Game Status. Alors, le développement du jeu est déjà terminé. Il leur reste juste à soumettre les fichiers à l'usine pour commencer la production de masse, ce qui veut dire que théoriquement, on pourrait avoir une livraison relativement rapide, hein, peut-être même d'ici la fin de l'année si tout se passe bien. Est-ce que c'est écrit quelque part éventuellement? C'est un peu plus compliqué souvent sur GameFound de trouver les infos. Avril 2026. Ok, je voyais ça plus rapide pour le coup. C'est dans un an. Donc c'est finalement pas si rapide que ça. Pour un jeu dont le développement est déjà fini, et pour lequel il reste juste à produire et à envoyer, théoriquement. Ok. Il y a encore un peu de proofreading aussi. Ouais, bon, ça me semble un poil long pour le coup, mais en même temps, c'est mieux d'annoncer avril 2026 et potentiellement de livrer en février. On ne sait pas, après tout. Shipping. Ça va coûter cher parce que les boîtes sont mastoc quand même, mais préparez-vous. Canada, ça va aller de 29, si vous prenez la petite Green Upgrade, qui pour le coup est pas trop lourde, jusqu'à 55 si vous prenez le all-in. Pour la France ou encore la Belgique, ça va aller de 22 jusqu'à 37. Ça reste, compte tenu du poids du matos, relativement acceptable. Pour nos amis de Suisse, eh ben, je les trouve pas. Où êtes-vous, amis suisses? Ici. 46, 50 ou 32, 35 pour le moins cher. Ok. Pour nous, au Japon, ce serait 50 jusqu'à 86 € de frais de port. Ça pique méchamment les frais de port pour le Japon. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Reichbusters Reloaded. 2000 backers pour l'instant, 11 jours avant la fin de la campagne et 230 000 € d'engrangés pour le projet de Monolith. Ma foi, très intéressant. Je me jetterai pas dessus parce que, bon, c'est trop de miniatures, c'est trop gros, c'est un jeu en campagne, même si c'est vrai qu'il y a des missions one-shot, mais donc a priori c'est un jeu qu'on sortirait pas assez souvent, ça serait frustrant, etc. Mais si j'ai l'occasion de le tester, je sens que j'aimerais bien ce jeu. Il y a moyen que ça me plaise pas mal, mais bon, pas au point de le backer malheureusement. En plus que vous avez vu les frais de port pour le Japon, si on prend le pledge un peu all-in quoi en gros, c'est quand même genre 80 € de frais de port, ça pique méchamment. Et du coup, c'est tout pour ce menu crowdfunding 171, je crois, mais bon, je me trompe peut-être. Merci de l'avoir suivi, même s'il n'y avait pas masse de contenu, on a quand même fait 1h20 avant montage, peut-être 1h10 environ, j'espère. Donc on reste sur une durée similaire aux 2, 3, 4 menus précédents environ. Ma foi, c'est pas plus mal, parce qu'il est déjà 23h50, ou le moment où je finis de m'enregistrer, et je vais monter dans la foulée, donc je suis pas couché avant 1 ou 2 heures du matin à mon avis, mais bon, c'est pas grave, hein, on fait ça pour vous, donc n'hésitez pas quand même, je le dis pas très souvent, à laisser un petit like, ou à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores. Xavier est rentré au Japon il y a quelques jours à peine, donc on va pouvoir recommencer à jouer enfin à partir de mercredi prochain, et ça fait plaisir, parce que vraiment, le mois de mars, j'ai vraiment pas joué, quoi. J'ai dû faire 7-6 parties, quelque chose, vraiment très peu de choses, quoi. Allez, sur ce, merci encore de nous avoir regardé cette semaine encore, on se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores, d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.